Parler par exemple du cycle Gun and Slave, une technique imparable, une toile d'araignée que les Européens tissaient autour des rois africains pour les obliger à accepter le commerce des esclaves. Le cycle Gun-Slave, c'est-à-dire le cycle armes-esclaves, je vous explique en 2 mots de quoi il s'agit. Vous avez ici la côte. La côte où sont stationnés les Européens, avec leurs navires, avec leurs forts, etc. Supposons que ici vous avez 3 tribus. La tribu A, la tribu B et la tribu C. Avant l'arrivée des Européens, sur les côtes africaines, les tribus avaient pour armes des flèches et des lances qu'ils utilisaient essentiellement pour la chasse, parce qu'il y avait très peu de guerre entre les Africains. Et le cycle Gun-Slave va déstabiliser cet équilibre des forces. Comment cela? Pour que la stratégie des Européens fonctionne, il suffisait que les Européens parviennent à convertir une seule de ces 3 tribus à leur cause pour que les autres tombent. Pour cela, ils vont utiliser les méthodes qu'ils ont. Ça peut être la terreur, ça peut être la corruption ou autre. Supposons que la tribu A tombe dans le carcan des Européens. La tribu A accepte de collaborer avec les Européens dans leur commerce. Dans ce cas-là, les Européens vont leur livrer des armes, des munitions. Et ils vont leur dire, vous, maintenant, vous avez des armes à feu, eux, ils n'ont que des flèches et des arcs. Donc maintenant, vous avez le dessus sur eux. Vous les attaquez et les prisonniers, vous nous les vendez comme esclaves. La tribu B et la tribu C apprennent que la tribu A a fait un accord avec les Européens et qu'ils ont un type d'armement supérieur à eux et donc qui sont vulnérables. Parce que si la tribu A les attaque, il est évident qu'ils seront vaincus et que l'essentiel de leurs habitants, les survivants, seront emportés comme esclaves. Que peuvent-ils faire pour rétablir l'équilibre des forces? Eh bien, il faut que eux aussi se procurent des armes à feu. Or, il n'y en a pas en Afrique. Les seuls qui en ont, ce sont les Européens. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent voir les Européens pour leur demander de leur vendre des armes et des munitions. Et c'est là que le piège se referme. Parce que le principe du cycle armes-esclaves, c'est que les Européens vous vendent des armes si en échange vous leur vendez des esclaves. C'est ça le principe. Pas d'esclaves, pas d'armes à feu, c'est ça le cycle gun-slave. Et donc la tribu B se retrouve face à un dilemme. Soit elle accepte, et donc elle a des armes à feu, mais elle devient elle-même trafiquante d'esclaves. Soit elle refuse, dans ce cas elle reste avec ses arcs et ses flèches, et donc à la merci de la tribu A qui peut l'attaquer à n'importe quel moment. Parce que les razzias, c'était souvent la nuit. Dans le village, vous avez des femmes, vous avez des enfants. Vous savez que à n'importe quel moment, la tribu voisine, désormais alliée des Européens, peut vous attaquer. Avec des armements que vous ne possédez pas. Donc c'est une épée de Damoclès. Donc qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là? En règle générale, le principe, c'est que quand un être humain est face à un choix qui comporte 2 possibilités qui sont l'une et l'autre mauvaises,
En principe, il va faire le choix qui lui laissera au moins une chance de s'en sortir. La tribu B sait que si elle n'a pas d'arme à feu, face à la tribu A, elle n'a aucune chance. Et c'est pour ça que des rois, beaucoup de rois, dans cette circonstance-là, dans cette configuration-là, ont fait le choix d'accepter. Parce qu'ils se sont dit, si nous avons un armement égal, nous pourrons au moins nous défendre et nous pourrons choisir nous-mêmes qui nous livrons comme esclaves. Il vaut mieux que nous livrions comme esclaves des gens d'une autre tribu plutôt que ce soit nous, notre peuple, nos enfants qui soient attaqués et vendus comme esclaves. Et maintenant, vous avez la tribu C qui apprend que la tribu B et la tribu A, maintenant, ont des armes à feu. Et elle n'a que des flèches. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire si elle veut se donner une chance de survie? Elle comprend que elle aussi, pour avoir une capacité de se défendre équivalente à celle des autres tribus, elle aussi doit se procurer des armes et des munitions. Or, les seuls qui en ont, ce sont les Européens, et le principe des Européens, c'est que si vous voulez des armes et des munitions, vous devez nous vendre des esclaves. Voilà ce qu'était le cycle gun-slave, le cycle armes-esclaves. Voilà le piège que les Européens ont tendu aux rois africains pour les obliger à s'engager dans le commerce des esclaves. Mais il organise des razzias d'esclaves. Les rois africains de cette époque n'ont d'ailleurs pas le choix. Ou bien ils vendent des esclaves aux Blancs en les prenant chez leurs voisins, ou bien ils sont vendus eux-mêmes par leurs voisins vainqueurs. Et aujourd'hui, ces Européens vont vous dire, ce sont les rois africains qui vendaient des Africains. Mais ils vont jamais vous parler du cycle gun-slave. Ils vont jamais vous raconter ce qu'était ce concept, cette toile d'araignée qu'ils avaient imaginé et mis en œuvre pour piéger les rois africains et pour les obliger à devenir des trafiquants d'esclaves. C'est le cycle Gun and Slave qui a fait que pendant 400 ans, ils ont inondé l'Afrique d'armes à feu. L'Angleterre à elle seule envoyait des centaines de milliers d'armes à feu sur le continent africain tous les ans, et toutes les autres puissances esclavagistes faisaient la même chose. Guillaume Bosman, commandant de Fort Négrier, écrit dans son livre Voyage de Guinée, publié en 1705 à la page 190, « Vous trouverez peut-être étrange que les nègres soient pourvus d'armes à feu, et vous serez encore plus surpris quand je vous dirai que c'est nous qui leur en fournissons en abondance. » Voilà l'aveu de ce commandant négrier. Comment se fait-il que les Noirs ont des armes à feu? Eh bien, c'est nous qui leur en fournissons et qui leur en fournissons en abondance. Et ce cycle a complètement déstructuré, déstabilisé, bouleversé l'équilibre et la paix qui avaient toujours régné sur le continent africain. Bonaventure Liévin de Brogniard, dans son livre Histoire de Luango, page 135, dit qu'il était extrêmement rare qu'un noir tue un autre noir. C'était extrêmement rare. Les noirs ne s'entretuaient pas entre eux, les noirs vivaient en paix entre eux, mais ce sont les Européens qui, parce qu'ils avaient besoin d'esclaves, avaient donc besoin que les Africains se fassent la guerre. Et ce sont eux qui ont fait en sorte que l'Afrique se transforme en un champ de bataille. C'est ce que confirme également en 1790 le député Pétion de Villeneuve. Il dit dans son livre à la page 21 que les 3/4 des guerres
qui ont lieu sur le continent africain sont causés par les manigances des Européens, les trois quarts. Et quand un roi africain décidait de s'opposer à leur trafic négrier, il lui faisait la guerre, soit directement lorsqu'il n'y avait pas trop de risques, soit en payant des tribus berbères des morts pour les attaquer. Pétion de Villeneuve, dans Discours sur la traite des Noirs, le rappelle à la page 15. Que dis-je, nous faisons la guerre à ceux qui sont assez vertueux, assez humains pour résister aux sollicitations de la cupidité. En voici un trait frappant, arrivé récemment et qui vous pénétrera d'indignation contre les marchands d'esclaves. Il est un roi d'une tribu nombreuse appelée les Poules, qui habite un assez vaste pays. Ce roi, ayant été élevé dans la classe des prêtres, a porté sur le trône plus de lumière que ses prédécesseurs. Le sage, Almami, c'est son nom, s'est déterminé en 1786 non seulement à refuser les présents de la Compagnie du Sénégal, non seulement à proscrire la traite de ses propres sujets, mais même il a déclaré qu'il ne permettrait à aucun marchand d'esclaves de passer sur ses terres avec sa marchandise. Savez-vous, messieurs, quelle a été la récompense de ce trait sublime d'humanité, de cette leçon donnée par un prince noir aux Européens? On lui a suscité des ennemis qui ont pillé ses frontières. On a excité contre lui les morts, qui l'ont attaqué, qui l'a vaincu, et il est resté inflexible. Donc là, les Français sont confrontés à un roi africain qui non seulement refuse de collaborer avec eux, mais qui prend la ferme résolution d'empêcher les convois négriers de traverser ces terres. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il décide de payer une tribu mort pour l'attaquer. Mais c'est le roi africain qui a remporté la bataille et donc il est resté inflexible.